Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Chesville à l'antenne, heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Avant de passer au sujet principal de notre émission du jour, juste deux mots pour dire que ce matin j'ai écouté le journal Afrique de Radio France Internationale comme chaque matin, et une nouvelle m'a à nouveau, comment dirais-je, attristé, le mot est faible. Au Burundi, un enfant albinos de 4 ans a été enlevé, assassiné, et on a retrouvé son corps démembré et désossé. Certaines personnes ont été arrêtées, d'après ce que j'ai entendu à RFI. Le but de cet ignoble assassinat était bien sûr de récupérer les membres et les ossements de cet enfant pour les transformer en gris-gris qui sont ensuite revendus. Je me suis souvent exprimé sur ces ondes au sujet du martyre que vivent les albinos africains. Je ne peux pas m'empêcher que d'exprimer à nouveau mon indignation vis-à-vis de la cupidité, de l'ignominie de ce genre de comportement sorti tout droit du Moyen-Âge. J'en profite aussi sur une note positive pour remercier les amis qui ont bien voulu contribuer et qui ont bien voulu répondre positivement à l'appel que j'avais lancé pour donc contribuer à l'éducation de jeunes albinos en Afrique. C'est ainsi qu'avec l'argent qu'ils m'ont fait parvenir, j'ai pu soutenir le petit projet de ce jeune albinos malavien qui voulait se lancer dans la commercialisation de pommes de terre, et j'ai pu également payer les frais de scolarité pour le 2e trimestre de Aubin à Bukavu. Donc, à ces amis qui se reconnaîtront, qui sont de fidèles auditeurs, je dis merci. Et maintenant, j'aimerais passer au sujet principal du jour. Un an déjà, 1 an de répression sanglante, 1 an de tuerie, 1 an d'arrestation arbitraire, 1 an de procès iniques de dirigeants élus démocratiquement, sur la base de charges montées de toutes pièces, 1 an d'incompétence d'une junte corrompue, 1 an de résilience et de résistance passive, 1 an de montée en puissance d'une résistance armée, 1 an de tragique descente aux enfers, et surtout 1 an de silence et d'indifférence de la part de la communauté dite internationale. C'est ainsi que je résumerai l'année qui s'est écoulée depuis ce triste 1er février 2021, date de la reprise de pouvoir des généraux birmans, un pouvoir qu'ils n'avaient d'ailleurs jamais complètement abandonné, malgré le processus démocratique en cours, sous l'égide de l'icône de la démocratie birmane, Madame Aung San Suu Kyi. C'est ce processus qui a été brutalement interrompu par les militaires birmans il y a tout juste 1 an. Au Mali, en Guinée ou au Burkina Faso, le retour des galonnés à la tête de ces pays africains semble avoir été bien accueilli par au moins une partie de la population. Cela n'a jamais été le cas en Birmanie, où, en dehors des familles d'officiers supérieurs
ou des affairistes bénéficiant de partenariats opaques avec l'armée, la junte n'a jamais joui du moindre soutien populaire. Ce régime corrompu et incompétent est honni par l'immense majorité du peuple birman qui, un an après, continue à montrer courageusement son opposition au pouvoir militaire, parfois de manière spectaculaire, concerts nocturnes de casseroles ou encore jours du silence, comme cela a encore eu lieu le 1er février 2022. Durant ces journées, les avenues et les rues des villes birmanes sont vides et un étrange silence règne, changeant du bruit et des embouteillages quotidiens des grandes agglomérations comme Rangoon ou Mandalay. L'opposition a opté pour cette forme de résistance passive afin de ne pas exposer la population en organisant des manifestations de rue. En effet, lors de telles manifestations, le bilan humain est toujours très lourd, les militaires tirant à balles réelles contre les manifestants. L'armée a même eu recours à des tireurs d'élite, juchés sur les toits ou les terrasses des immeubles, pour abattre ceux qui semblaient mener ces regroupements pacifiques. C'est ainsi que le 27 mars 2021, lors de la célébration annuelle du jour de l'armée, le leader de la junte, le général Min Aung Hlaing, n'a pas hésité à demander à ses hommes, dans son discours, de, je le cite, « tirer pour tuer ». Malheureusement, même les jours de silence peuvent aussi coûter des vies. C'est ainsi que le photographe indépendant Se Neng, qui avait osé photographier les avenues désertes lors de la journée du silence du 10 décembre 2021, a été tué en détention après avoir été arrêté. La journée anniversaire du 1er février semble avoir été un grand succès pour l'opposition birmane. Applaudissements d'opposants à Rangoon et à Mandalay, les deux plus grandes villes du pays, en signe de défiance aux militaires. Grève silencieuse dans une grande partie du pays. Les Birmans ont tenu à marquer par des actions fortes ce premier anniversaire du putsch et à protester contre la répression sanglante de la junte qui a fait en une année plus de 1500 morts et près de 9000 prisonniers. Les images et les vidéos qui nous sont parvenues via les réseaux sociaux montrent des rues et des marchés déserts, des commerces fermés. Cela confirme une fois de plus la détermination sans faille de la population qui a choisi d'envoyer un message fort à la junte et au monde entier, et ce, malgré les menaces d'emprisonnement pour haute trahison, de fermeture des commerces qui participent à l'action, ainsi que les appels à la délation. L'écrasante majorité de la population est donc restée confinée, à l'exception de quelques manifestations éclairs et disparates, notamment dans plusieurs quartiers de Rangoon et de Mandalay, où des applaudissements soutenus ont retenti en signe de défiance aux militaires. Vive la Révolution, pouvait-on lire sur les banderoles. Dans plusieurs villes, de la peinture rouge a été étalée sur la chaussée, en référence aux centaines de victimes tombées sous les balles des forces de sécurité lors des manifestations quotidiennes réprimées dans le sang. Torture, viols, exécutions extrajudiciaires, les exactions sont nombreuses et la communauté internationale a accentué la pression sur les généraux à la veille de ce 1er février en annonçant une enquête sur des crimes contre l'humanité. Rappelons aussi que la Birmanie est l'un des principaux producteurs mondiaux d'opium et que les chefs de l'armée birmane ont des liens occultes avec ceux qui acheminent, vendent et exportent la drogue. Pour qualifier la junte au pouvoir, on peut donc sans hésiter parler de narco-dictature. Quant à ceux qui rêvent d'aller en Birmanie pour des séjours de rêve à des tarifs alléchants, il faut leur signaler que les grands hôtels de ce pays appartiennent à des personnes liées à la junte, quand ce n'est pas directement à des généraux. Le fait que les 10 hôtels
soit gérée par de grands groupes internationaux, au premier rang desquels le français Accor, ne change rien à cette sinistre réalité. Accor a d'ailleurs confirmé qu'il n'entendait pas se retirer de Birmanie, contrairement à d'autres multinationales. C'est ainsi que le 21 janvier dernier, les géants Total et Chevron ont annoncé de manière simultanée leur retrait du pays. Ces deux sociétés étaient les actionnaires majoritaires et les opérateurs du champ gazier de Yadana. Quelques jours plus tard, c'est la compagnie australienne Woodside, 8e producteur mondial de gaz, qui faisait une annonce similaire. Le géant du tabac, le britannique BAT, a annoncé se retirer également de Birmanie. Et EDF, de son côté, a annoncé qu'elle suspendait son projet de barrage hydroélectrique. Toyota, de son côté, suspend son projet d'usine automobile dans le pays. Il semblerait donc que depuis quelques mois, on soit en train d'assister à un véritable sauve-qui-peut parmi les grands groupes internationaux, que le fait de faire de juteuses affaires en Birmanie n'avait jusque-là pas vraiment effarouché. Ce sauve-qui-peut ne pourra qu'avoir de sérieuses répercussions sur l'économie birmane, déjà mise à mal par l'incompétence des militaires au pouvoir. Depuis la reprise du pouvoir par ces derniers, la monnaie locale, le Tchad, a déjà perdu 50% de sa valeur. Reste bien sûr l'ami chinois, qui a beaucoup investi en Birmanie, et que les exactions dégalonnées ne semblent pas dissuader de poursuivre à le faire. On pourrait en particulier évoquer le gigantesque chantier de l'oléoduc doublé d'un gazoduc qui doit relier la province chinoise du Yunnan à un terminal pétrolier et gazier sur le littoral de l'océan Indien. Pour cela, il doit traverser 700 km de territoire birman. Une fois achevé, ce projet permettra à la Chine de raccourcir sa route d'approvisionnement en pétrole et en gaz qu'elle achète principalement en Iran et en Arabie Saoudite. Jusqu'à présent, ces supertankers doivent contourner toute l'Asie du Sud-Est et passer par des détroits embouteillés, en particulier celui de Malacca, pour gagner les ports chinois. Précisons que ces détroits pourraient éventuellement être bloqués en cas de conflit entre la Chine et les États-Unis. Le projet birman a donc l'avantage pour la Chine de réduire le trajet maritime de 5000 km et d'assurer son approvisionnement pétrolier, même en cas de grave crise internationale. Les généraux birmans vont donc continuer à se tourner vers la Chine pour tenter de se maintenir au pouvoir et de maintenir un semblant d'économie. Ils pourront aussi continuer à commercer avec la Thaïlande voisine, elle aussi dirigée par un régime issu d'un putsch militaire, même si les relations par voie terrestre avec ce pays risquent de devenir de plus en plus compliquées, avec l'intensification des actions rebelles dans les zones périphériques peuplées de minorités ethniques en lutte depuis des décennies contre le pouvoir central birman. Dans ces zones périphériques, la situation humanitaire s'est d'ailleurs fortement dégradée depuis le putsch, puisque des dizaines de milliers de Birmans ont fui la répression des militaires pour gagner les territoires sous contrôle rebelle, en particulier le long de la frontière thaïlandaise. Sur des images filmées depuis la rive thaïlandaise de la rivière qui sépare les deux pays, on peut voir les abris précaires que ces déplacés ont érigés au bord de l'eau. Certains prennent de grands risques en traversant le cours d'eau pour aller chercher de l'aide en Thaïlande, tandis que d'autres ont fait le choix de s'infiltrer dans ce pays afin d'y trouver une relative sécurité. Car l'aviation birmane n'hésite pas à bombarder les localités contrôlées par la rébellion. Mardi 1er février, jour anniversaire du coup d'État militaire, le rapporteur de l'ONU sur la Birmanie, Thomas Andrews,
a déclaré que, je cite, « La junte militaire fonctionne comme une entreprise criminelle, commettant des meurtres, des tortures, des enlèvements, des déplacements forcés, tout en volant les revenus et en saisissant les biens qui appartiennent légitimement au peuple de Birmanie. » Il a également déploré l'absence de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'établissement d'un embargo complet sur les armes. Je le cite à nouveau, « Le peuple de Birmanie mérite mieux de la part des Nations Unies. » Les États-Unis ont cependant imposé lundi 31 janvier, à la veille du premier anniversaire du coup d'État, des sanctions financières à 7 personnes et à 2 entités liées au régime militaire de Birmanie. Parmi les personnes visées par ces sanctions, prises en coordination avec le Royaume-Uni et le Canada, figurent les plus hauts responsables judiciaires du pays, le procureur général Tida Aw, le président de la Cour suprême Thun Thun Aw et le chef de la commission anticorruption Tin Aw, selon un communiqué du Trésor américain. Ce 1er février, c'est donc par le silence que les Birmans ont choisi de marquer l'anniversaire du coup d'État. Les rues des grandes villes étaient quasiment désertes. Les opposants parlent sous couvert d'anonymat, comme Tu Aung, c'est un nom d'emprunt. Il a raconté à l'AFP que, je le cite, « de nombreuses personnes étaient tuées chaque jour sans que personne ne s'y intéresse ». Je le cite à nouveau, « La junte commet toujours des crimes contre l'humanité. Elle arrête des civils, elle incendie des villages et mène la guerre contre les forces de défense du peuple, et on est toujours confronté à la torture et à l'oppression. » Fin de citation. Les forces de défense du peuple, c'est une armée parallèle mise sur pied par l'opposition pour résister par la force à la violence des généraux. Les jeunes Birmans ont goûté à la liberté et aux nouvelles technologies ces dernières années, commente Mei Tu, c'est à nouveau un nom d'emprunt, une habitante de Rangoon. Et on veut poursuivre sur cette voie. On ne veut pas faire marche arrière et replonger dans l'obscurantisme, dit-elle. À Mandalay, la 2e ville du pays, des manifestants ont bravé l'interdiction de manifester et sont descendus dans les rues mardi matin pour dire leur opposition au régime militaire. Le silence est le cri le plus fort que nous pouvons lancer contre les soldats et leur sanglante répression, a écrit une opposante sur Twitter. Des photos de Birmans restés chez eux et saluant à 3 doigts en signe de résistance ont afflué sur les réseaux sociaux. L'écrasante majorité de la population est donc restée confinée, à l'exception de quelques manifestations éclairs et disparates, ou des applaudissements soutenus qui ont retenti en signe de défiance aux militaires. Les autorités ont averti que de telles actions pourraient être qualifiées de haute trahison, un crime passible de longues années de prison. À Rangoon, 10 personnes ont été arrêtées en cette journée anniversaire, selon des médias locaux. Dans plusieurs villes, de la peinture rouge a été étalée sur la chaussée en référence aux centaines de victimes tombées sous les balles des forces de sécurité lors des manifestations quotidiennes réprimées dans le sang. Voilà ce que je souhaitais dire au sujet de cette première année de retour des militaires au pouvoir en Birmanie. Et je voudrais conclure ce triste résumé en disant que ce dont la Birmanie et ce dont les Birmans souffrent le plus, c'est de l'indifférence de la communauté internationale. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Et je ne me limiterai pas à en parler seulement alors que l'on parle du premier anniversaire du coup d'État. Il faut en parler, il faut dénoncer ce qui se passe en Birmanie, il faut dénoncer la complicité de certains gouvernements, j'ai parlé de la Chine,
et aussi de la complicité de certaines multinationales qui continuent à faire des affaires en Birmanie. Et puis aussi, il faut arrêter de dénigrer Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi n'a de leçons à recevoir de personne en matière de démocratie. Cette femme, qui était une jeune femme, lorsqu'elle est rentrée dans son pays au péril de sa vie pour prendre soin de sa mère en 1988, a passé la plus grande partie de ses années, depuis 1988, en prison ou en résidence surveillée. Aujourd'hui, elle est jugée pour des motifs imaginaires, montés de toutes pièces par la junte corrompue. Il est d'ailleurs presque ironique de voir qu'on la juge pour corruption et que les juges qui sont aux ordres de cette junte corrompue lui font des reproches pour des faits qui n'ont rien à voir, même s'ils existaient, par rapport à l'énorme corruption systématique et étatique mise en place par l'armée birmane depuis 1962. Donc, une fois de plus, j'aimerais exprimer toute mon admiration, tout mon respect à Aung San Suu Kyi, et j'aimerais aussi transmettre aux amis birmans qui verront peut-être la version vidéo de cette émission et leur dire qu'on pense à eux. We are not forgetting Burma, we are thinking about Burma, about your struggle, and we want to express our solidarity. Nous pensons à vous et nous voulons exprimer notre solidarité. Let's not forget Burma, n'oublions pas la Birmanie. Et pour finir, j'aimerais que l'on continue à écouter ce chant, cet hymne de la résistance birmane.